Salut à tous et bienvenue sur Psyturie, la chaîne qui parle d'écologie, de justice sociale et de mouvements sociaux. Et aujourd'hui, on va parler d'émotions. Car en effet, la recherche en mouvements sociaux a longtemps été ambiguë et continue d'une certaine manière d'être ambiguë sur le rôle des émotions dans les mouvements sociaux et la place à leur donner. Pour comprendre le débat autour des émotions dans les mouvements sociaux, il est important de faire un petit bond dans le passé. En effet, les anciennes théories des mouvements sociaux, dites théories du comportement collectif, ont été fortement influencées par les travaux du psychologue français Gustave Le Bon, datant de la fin du 19e siècle. Comme beaucoup d'intellectuels de son époque, Le Bon faisait une opposition systématique entre la raison et l'émotion. Dans son célèbre livre Psychologie des foules, il expose son inquiétude face au pouvoir des masses qui, selon lui, était déterminé à, je cite, « détruire complètement la société telle qu'elle existe aujourd'hui ». Ça correspond en gros au fameux cliché d'une assemblée armée de torches et de fourches, stimulée par des passions indisciplinées et des instincts stupides et sauvages. Une vision très négative des mouvements sociaux, donc, qui les assimile uniquement à des foules haineuses. Une foule haineuse. Ah bah c'est fou, Macron pense comme un bourgeois du 19e siècle. Qui l'aurait cru? Bref, pour Le Bon, les émotions, c'est négatif. Et cette vision où les actes de protestation sont assimilés à des comportements instinctifs, inconscients, irrationnels et destructeurs va imprégner les milieux scientifiques jusqu'au milieu du XXe siècle. On pensait alors que les individus se tournaient vers la protestation parce que des perturbations comme le chômage de masse les rendaient instables d'un point de vue émotionnel et psychologique. En gros, on avait tendance à rendre pathologique l'engagement dans des activités contestataires. Et bien sûr, inversement, on ne remettait jamais en cause la rationalité des gens qui se trouvaient dans les institutions. Il faut attendre les années 1970 pour que ces représentations désobligeantes de la protestation et des manifestants soient remises en cause par un champ de la sociologie politique qui était encore émergent à l'époque, les études sur les mouvements sociaux. La principale contribution de ces chercheurs, et notamment ceux de l'école structurelle rationaliste, a été de mettre en avant l'aspect rationnel des personnes qui s'engageaient dans les mouvements sociaux. Ces approches ont présenté les participants aux mouvements sociaux comme des acteurs ordinaires de la vie politique qui se mobilisent hors des institutions lorsque celles-ci ne les écoutent pas. Cependant, sans stigmatiser ou pathologiser ces protestataires, l'école structurelle rationaliste a tout simplement mis de côté la question des émotions. Bah oui, parce que pour le coup, reconnaître que les protestataires pouvaient aussi être animés par des émotions risquerait de redonner crédit aux approches traditionnelles dont on voulait se séparer. Ainsi, pour les tenants de l'école structurelle rationaliste, les participants aux mouvements sociaux ne pouvaient être vus que comme des acteurs rationnels, impartiaux et stratèges. Il faut donc attendre le tournant culturel de la recherche en mouvements sociaux dans les années 90 pour que les émotions redeviennent un objet légitime de recherche. Ainsi, au cours des 20 dernières années, un tournant émotionnel s'est effectué dans l'étude des mouvements sociaux afin de corriger les erreurs et les négligences du passé. Sans nier les capacités de raisonnement des acteurs d'un mouvement, ces travaux posent l'émotion comme une caractéristique omniprésente et vitale de la vie sociale. L'émotion est considérée comme une force de motivation, un moyen important par lequel les humains apprennent à se connaître et à se comprendre et à interpréter le monde. Et franchement, il est difficile d'imaginer qu'un mouvement social puisse émerger sans l'influence de certaines émotions comme l'injustice, l'indignation, mais aussi l'amour et l'espoir. A l'inverse, la peur ou le désespoir peuvent très bien paralyser la mobilisation. L'étude des émotions permet aussi de mieux comprendre pourquoi les individus s'engagent et continuent à s'engager dans les mouvements sociaux. Et force est de constater que des émotions comme l'émerveillement, l'excitation et l'épanouissement contribuent grandement à ça. Les mouvements sont des lieux où les gens expérimentent de nouvelles choses, réinterprètent leurs émotions et donnent des sens nouveaux à leur vie. Ce sont aussi des lieux où les militants peuvent échanger leurs sentiments et leurs expériences. Ainsi, le mouvement de lutte contre le sida a aussi servi de plateforme pour que les militants puissent parler de leurs douleurs sans être jugés et avec des gens qui partageaient leurs conditions. Mais l'étude des émotions nous permet aussi de mieux comprendre pourquoi les mouvements déclinent, notamment en comprenant mieux le rôle des conflits et des tensions entre les militants. Les sentiments d'ennui, de frustration, de colère, de trahison, de méfiance nous permettent tous de comprendre mieux le déclin des mouvements sociaux. Autant de ressentis qui peuvent compliquer l'action des mouvements sociaux, voire les amener à leur perte. Donc reconnaître l'importance des émotions dans les mouvements sociaux, ça nous permet de mieux comprendre les dynamiques internes qui les traversent. Et ça permet de dresser un portrait beaucoup plus juste des individus qui s'y engagent. Malheureusement, encore beaucoup de médias, d'intellectuels et de politiciens trouvent un intérêt direct à réactiver le vieil amalgame entre les émotions et l'irrationalité, dans le but évident de décrédibiliser un mouvement. Et y a pas à dire, c'est très frustrant de rester coincé dans cette vision datée et simpliste. Certains chercheurs, comme Lorraine Berland, considèrent que la non-rationalité est
au cœur de la politique et propose de différencier la non-rationalité de l'irrationalité. Il est normal que nous ressentions des émotions et des affects, et cela ne nous empêche pas pour autant d'agir selon une certaine logique et d'articuler des pensées raisonnables et construites. L'irrationalité, en revanche, correspondrait à ce qui va à l'encontre de ses intérêts et ce qui serait donc non fondé, déraisonnable et illogique. Encore une fois, je ne peux que vous conseiller d'être vigilant à ce sujet. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, cette émission de vulgarisation s'est largement appuyée sur un des chapitres de l'encyclopédie Wiley Blackwell des mouvements sociaux et politiques, un ouvrage fantastique auquel contribuent les plus grands noms de la recherche dans le domaine. Mon but étant de faire connaître leur travail en dehors du public scientifique, n'hésitez pas à consulter leurs livres et leurs articles. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à commenter et à partager la vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, des autres et de la Terre.